Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de regarder Africa Today Télévision et bienvenue dans ce journal. Après une bonne période de mobilisation de fonds, le ministère du Budget et les partenaires de l'opération de vente de vignettes se sont réunis ce mercredi pour faire le point de la mobilisation des recettes. Autour du ministre étaient réunis notamment les partenaires de banques, de la téléphonie mobile et des postes. La démarche vise à mieux coordonner les efforts pour une meilleure sécurisation des recettes. Li Mariama Beilo, explication. C'est pour aller vers une plus grande sécurisation des recettes publiques que le ministère du Budget a associé les établissements financiers, notamment des banques primaires, quelques opérateurs de téléphonie mobile et postes de la vente des vignettes au compte de l'année 2017. Cette démarche, selon les initiateurs, permet non seulement à l'État de recevoir les recettes, mais aussi et surtout les sécuriser, légaliser, mais aussi les retracer. C'est pour donc féliciter et encourager les acteurs impliqués dans le processus pour les résultats obtenus que le ministère du Budget a tenu cette réunion. Vous savez, nous avons sollicité le concours des établissements financiers et aussi de Orange Money pour nous accompagner dans la vente des vignettes cette année. Et quand vous travaillez avec les gens, à un moment donné, vous faites le point sur où est-ce qu'on en est, où est-ce que nous sommes parvenus et quelles sont les leçons qui sont à tirer pour que cette expérience puisse se perpétuer. Donc nous avons fait appel dans ce sens pour que nous comprenions qu'est-ce qui s'est passé. Et à date, les choses vont dans le bon sens. Nous avons des résultats qui sont évidents. À date, le nombre de vignettes vendues est de 151 000 pour un montant total de 37 milliards de francs guinéens, auxquels il faut ajouter les pénalités qui reviennent aux agents des impôts et aux services de sécurité. Cependant, tout n'est pas rose. Des difficultés, il y en a eu, difficultés que le ministère du Budget souhaite corriger. Ces difficultés sont entre autres, par exemple, ils nous ont révélé qu'il y a des engins qui ont les mêmes plaques d'immatriculation, ce qui constitue déjà des pertes de recettes pour nous, parce qu'il faudrait que chaque véhicule ait sa plaque d'immatriculation. Les difficultés aussi, c'est l'acheminement de certaines vignettes à l'intérieur du pays aussi, parce que vous savez, les banques souscrivent à des polices d'assurance pour pouvoir acheminer. Donc ça, c'est pas intégré dans leur coût. Donc ils ont posé ce cas. Et les difficultés, c'est aussi avoir la même vision juridique, en fait, le même niveau de formation pour ce qui concerne ce processus de vente. Les représentants des établissements financiers se sont quant à eux réjouis des services rendus avant de s'engager à respecter les clauses de contrat. C'est une fierté, avec l'avantage qu'on a d'être présent dans toute la Guinée. C'est un bon partenariat à date et on espère que l'année prochaine, des difficultés déjà soulevées, on va procéder à des corrections. Ça passe par l'achat des vignettes dans le pays. Parce que les résultats sont là. Je vous avoue que nous, en tout cas, en tant que partenaire privé à l'État, nous avons beaucoup salué l'initiative. Rien qu'à juillet, nous sommes parvenus à mobiliser 10 milliards d'euros. Un délai de 4 mois reste pour encore revendre 361 000 vignettes sur toute l'étendue du territoire national. Le recensement biométrique additionnel des effectifs de la fonction publique a fait l'objet d'une communication du secrétaire du département ce mercredi. Au cours de ce point de presse, Eugène Fadi-Kourouma a dégagé les objectifs et les résultats attendus de cette opération. Soare Boubacar, explication. Cette deuxième phase de l'assainissement du fichier de la fonction publique s'accentue essentiellement sur le recensement et l'identification biométrique additionnelle des pensionnés, contractuels permanents et temporaires, ainsi que des agents en attente d'enrôlement. Cette opération est déjà lancée depuis le 7 juillet dernier et se trouve à la phase de remplissage des fiches de renseignement qui prendra fin le 30 août 2017 pour laisser place à la seconde phase. Eugène Fadi-Kourouma est le secrétaire général du ministère de la fonction publique. Il revient ici sur les objectifs. L'objectif général de cette opération vise essentiellement à éliminer les agents en doublon, les agents en situation d'irrégularité qui perçoivent des soldes, voire des pensions de manière indue, mais aussi à mettre en place une vérification automatisée de l'identité des fonctionnaires, contracteurs de l'État et la gestion de leur présence sur les lieux de travail.
En plus de cela, cette opération vise également à éliminer toute autre irrégularité afin de mettre en place un système automatisé de contrôle de présence. À terme, un certain nombre de résultats sont attendus par le département de la fonction publique. Au terme de cette opération de recensement additionnel, la fonction publique va disposer d'un fichier unique de référence. Un fichier unique avec les données biométriques, un fichier unique sécurisé, intégré. Voilà à peu près les 4 résultats principaux que nous attendons. Il y a d'autres résultats qu'on n'a pas pu mettre ici. Cette deuxième phase se déroulera comme la précédente et les dossiers à fournir par les concernés sont entre autres la pièce d'identité ou passeport, le dernier bulletin de paye, la fiche d'identification renseignée, l'extrait d'acte de naissance ou jugement supplétif, le diplôme obtenu le plus élevé et l'arrêté des concessions. Cette dernière pièce est seulement valable pour les pensionnés. L'arrêt de la Cour constitutionnelle va certainement sonner la fin de la récréation à la Commission électorale nationale indépendante. Interrogé ce mercredi par notre rédaction, le président de l'INIDH, l'institution nationale indépendante des droits humains, demande au nouveau patron de la CENI à tout mettre en œuvre pour jouer franc jeu avec l'ensemble des commissaires de la CENI pour de meilleurs résultats. Pendant ce temps, certains activistes de la société civile expriment encore leur scepticisme. Mamadou Alphaba. Sous arrêt de la Cour constitutionnelle, destituant Bakary Fofana, désormais ex-président de la Commission électorale nationale indépendante, n'est pas commenté seulement par les acteurs politiques. Ceux de la société civile ont également leur mot à dire. C'est le cas notamment du président de l'Observatoire des élus de la République et des élections qui a exprimé son scepticisme face à cette nouvelle donne. C'est avec surprise que nous avons suivi avant-hier l'arrêt définitif. C'est une surprise et puisque nous sommes respectueux de la loi, nous respectons l'arrêt de la Cour constitutionnelle jusqu'à tout le contraire. Mais je reste quand même très perplexe quant à l'acceptation des résultats après les élections communales par les acteurs. Parce que chacun a son calendrier. Quand on sait que les commissaires qui se sont contestés puissent proclamer des résultats qui ne sont pas contestés. À la cellule du balai citoyen, pas assez de commentaires. Tout de même, le vice-président de la structure a pris acte de la décision. Nous prenons acte de la décision de la Cour et le moment aussi, c'est une opportunité pour nous de féliciter celui qui a été nommé comme à la tête de l'organe qui gère les élections en Guinée. Le balai va se faire le devoir de suivre tout le processus électoral et voir en tirer les conséquences. Le président de l'institution nationale indépendante des droits humains, lui, a lancé un appel au nouveau président à travailler dans le sens de réunir tout le monde autour d'un idéal commun. Il doit travailler à unir les commissaires. Il n'y a pas de pro et de contre. Il n'y a que des commissaires et il doit les traiter tous sur le même pied d'égalité. Il doit tourner définitivement la page des hostilités et se mettre maintenant dans la peau du président. Par ailleurs, Mamadi Kaba exhorte Maître Salif Kébé à éviter la politique des vainqueurs contre les vaincus. Je lance aussi un appel à Maître Kébé, qui est le nouveau président de la CENI. Nous le félicitons pour son élection. Et nous l'appelons à considérer qu'il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Il n'y a que la CENI qui a gagné et la démocratie qui a gagné. L'élection de Maître Salif Kébé a été qualifiée d'une démarche de rébellion par plusieurs plateformes de la société civile guinéenne, notamment le CNOX, le Balai citoyen, la GURD ou encore l'OCDR. Au même moment, dans les rues de Conakry, des citoyens suivent aussi avec grand intérêt l'évolution de la situation à la CENI. Bountourabi Keita, notre reporter, a interrogé certains pour vous. Suivez leur réaction dans ce reportage.
Le 14 août dernier, la Cour constitutionnelle rendait son arrêt dans l'affaire qui opposait l'ex-président de la CENI, Bakary Fofana, à 18 autres commissaires de la dite institution. Reproché par ses pairs de gestion opaque et destitué à la tête de l'institution chargée d'organiser les élections en Guinée, Bakary Fofana avait fait recours à la Cour constitutionnelle pour trancher. Le verdict du 14 août n'est malheureusement pas en sa faveur puisque c'est Maître Amadou Salifou Kébé qui dirigera désormais les destinées de la CENI. Une décision qu'apprécient beaucoup de citoyens. C'est un bon arrêt de la Cour constitutionnelle parce que le président sortant de la CENI a été désigné par ses pairs. Donc, elle a été élue. Donc, s'il y a un conflit interne et que ses pairs même arrivent à lui destituer, ça, moi, je trouve ça, c'est salutaire. Étant la plus haute juridiction du pays, le respect des décisions de la Cour constitutionnelle, selon Sayon Kamara, doit être de mise pour le bonheur de tous les citoyens. La Cour constitutionnelle étant la plus haute juridiction de notre pays, je pense que si elle donne un verdict par rapport à une situation, il est de l'intérêt de toutes les personnes et de tous les citoyens de se référer à ce verdict-là. Pour cet autre, le départ de Bakary Fofana pourrait bien être le début d'une nouvelle ère au sein de la CENI. Moi, je pense bien la récréation elle est finie à la CENI parce que la Guinée a tellement traîné par rapport à ces élections et c'est la CENI là qui a fait couler beaucoup d'encre et salive en République de Guinée. Si la Cour constitutionnelle a donné son avis par rapport à ça, j'espère qu'on ne peut que se remédier à ça. Et le président sortant ne peut que respecter ce que la Cour constitutionnelle a dit. Parce que son recours était à la Cour constitutionnelle. Tout le monde ils ont parlé de la loi et la loi ne peut pas l'inventer. Bakary Fofana quitte ainsi à la tête de la CENI après 5 années d'exercice. Un départ qui donne plus d'espoir aux citoyens quant à l'organisation des élections locales en Guinée. Des jeunes des 5 communes de la capitale ont entamé ce mercredi à Conakry une session de formation axée sur la promotion de la gouvernance environnementale. C'est une initiative de l'Association des jeunes et amis pour le développement intégré de la Guinée. La démarche vise à œuvrer pour une participation citoyenne à la promotion des meilleurs cadres de vie en Guinée. Oumar Sow. C'est un projet d'appui à la promotion de la gouvernance environnementale locale, notamment dans la ville de Conakry. Selon les initiateurs, il consiste à mettre en place un cadre d'information et d'échange entre la population et les élus locaux sur la gestion transparente de l'environnement. Cette action permettra à la population d'avoir un guide pouvant leur servir de boussole pour mieux être informés de la gouvernance environnementale locale. Elle permettra également l'implication des organisations des jeunes, des femmes et les sages dans l'élaboration, la mobilisation et la mise en œuvre des programmes et projets pour la protection de l'environnement. Au cours de ce séminaire, les thèmes axés sur la gestion de l'écosystème, l'aménagement du territoire et l'assainissement du milieu seront débattus. Pour le secrétaire général du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, la gestion d'un territoire de nos jours est l'objet de plusieurs enjeux. À cet effet, selon Seydou Bari Sidibé, toutes les opportunités doivent être saisies par les gestionnaires publics. Et cela dans le seul but d'assurer un cadre de vie idéal pour la population. Elle doit garantir à sa population le bien-être, le développement local, l'assainissement, en luttant contre la pauvreté, les inégalités sociales et en assurant de meilleures conditions de vie. Ces nouveaux défis font l'objet d'un enjeu, celui de l'attractivité du territoire. Au terme de cet atelier de formation, les représentants des organisations de la société civile, membres des brigades citoyennes qui seront installées dans les différents quartiers de Conakry, vont tenir des séances de sensibilisation auprès des acteurs à la base sur la gouvernance environnementale locale. Dans le même registre, d'autres ONG s'activent aussi pour la protection de l'environnement. C'est le cas de la CIPAD de Guinée, entendez, Initiative communautaire pour la paix et le développement. Cette structure veut, à travers des initiatives pointues, contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Aïssata Fofana.
Créée à Dakar en 2010 et implantée en Guinée depuis 2015, l'ONG Initiative communautaire pour la paix et le développement CIPAD Guinée affiche des ambitions pour le développement du pays. Nous évoluons dans le cadre environnemental, la santé, la sécurité, la formation et l'éducation et le renforcement de capacités. Dans ce cadre, nous évoluons pour aider la jeunesse guinéenne et pourquoi pas aider les jeunes du monde entier. Dans le domaine environnemental, des activités comme la sensibilisation, des campagnes de reboisement dans les établissements scolaires des 5 communes de la capitale et dans la forêt de Demoudoula ont été effectuées. Aujourd'hui, cette ONG envisage mettre tous les acteurs de la vie sociopolitique et économique autour d'une même table pour discuter des enjeux environnementaux qui assaillent la Guinée en ce moment. Ce projet concerne un peu les acteurs pollueurs de la nature et ceux qui préservent la nature. C'est une table ronde autour de laquelle nous allons parler un peu des enjeux du réchauffement climatique sur notre pays. Pour qu'ensemble, nous essayons vraiment de protéger la nature guinéenne. Abdul Kader Kourouma aussi fait partie de cette ONG. Volontaire et instituteur de son État, il raconte les raisons de son adhésion à la CIPAD Guinée. J'ai adhéré volontairement au projet parce que je me suis rendu compte que l'objectif que le projet s'est fixé, c'est un objectif noble. Donc j'ai voulu vraiment participer selon mon temps libre, selon mes possibilités. Mais protéger l'environnement requiert des moyens. Un point sur lequel les membres de la CIPAD Guinée lancent un appel aux bailleurs en vue d'être plus actifs sur le terrain. Coopération, l'ambassade d'Égypte en Guinée vole au secours du ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique. Avec une enveloppe financière de 20 000 $ américains, l'ambassade d'Égypte vient en appui au département pour la rénovation du mausolée de la Kamayenne et d'autres infrastructures culturelles à travers le pays. Moussa Sefa Kamara. Ce don est le fruit d'un partenariat d'accords culturels récemment signé entre le gouvernement égyptien et celui guinéen. Cette aide permettra au ministère de la Culture de faire face à certains défis dans le secteur culturel. Parmi ces défis à relever figurent la préservation et la protection du patrimoine culturel du pays. Selon les donateurs, son pays a encore d'autres projets de grande envergure pour la Guinée. S'il plaît à dire, il y aura encore une autre délégation plus grande pour aider la bibliothèque guinéenne à être à la place qu'elle mérite. La bibliothèque nationale guinéenne sera une bibliothèque numérisée avec plusieurs livres et même il y aura aussi une rénovation de la structure, de l'infrastructure de la bibliothèque elle-même. Parlant de la gestion de ce montant, le ministre Siaka Bari précise. Donc les 20 000 $ vont servir à l'extension du mausolée de la Kamayenne et si reliquat il y a, nous allons faire face à la construction soit d'un point de lecture ou à l'équipement de la Bibliothèque nationale. Plusieurs projets existent dans le plan annuel du département, donc cette aide viendra renforcer les capacités financières pour la réalisation de certaines initiatives allant dans le progrès de la culture guinéenne. 20 000 $, c'est l'élan, c'est un élan du cœur, mais ce n'est pas aussi suffisant pour faire face à tout ce que nous voulons entreprendre aujourd'hui comme action, surtout sur le plan infrastructurel. Il y a la rénovation des musées, il y a la rénovation ou la redynamisation de certains centres culturels, il y a même la création des bibliothèques de proximité à l'intérieur du pays. Ce soutien financier apporté au secteur culturel guinéen prouve à suffisance que les relations entre ces deux pays sur le plan culturel se portent mieux. Religion à présent, le 15 août marque la célébration pour les catholiques du monde, la montée de la Vierge Marie au ciel. Appelée Assomption, la journée a été célébrée aussi en Guinée hier mardi. C'est devant des fidèles fortement mobilisés à la cathédrale Sainte-Marie de Kaloum que l'archevêque de Conakry a invité à la consolidation de la paix et l'attachement à l'humanité. Pour Monseigneur Vincent Koulibaly, le monde est en déshumanisation inquiétante. Saloum Kondé. Ils sont venus de tous les coins de la capitale pour témoigner leur foi en Dieu. À la cathédrale Sainte-Marie, devant un parterre de fidèles, Monseigneur Vincent Koulibaly, l'archevêque de Conakry, a profité de cet événement qui traduit la montée de la Vierge Marie au ciel pour livrer des messages de paix. Nous voulons, par cette Eucharistie, qui est notre unique sacrifice, confier
à la mère de Jésus et notre mère, nos joies et nos peines, nos réussites et nos échecs, nos forces et nos faiblesses, parce que nous sommes convaincus qu'elle saura mieux que nous demander à Dieu les grâces utiles pour notre pays, les grâces utiles pour notre Église, les grâces utiles pour chaque Guinéen. Les grâces surtout pour la paix des nations, pour la paix des hommes. Face à la montée en puissance de l'extrémisme violent et le radicalisme religieux, l'archevêque de Conakry a qualifié de féroces les personnes qui s'éloignent de Dieu. Qui, en s'éloignant de plus en plus de Dieu, se déshumanise et devient féroce. Pensez ici aux attentats qui plongent chaque jour le monde dans le deuil. Les grâces aussi pour le Père Olivier Bangoura et le Père Bernard Camara, qui célèbrent aujourd'hui l'anniversaire de leur ordination sacerdotale, pour qu'ils deviennent davantage des témoins intrépides de Jésus sur les routes de notre pays. Et comme le veut la tradition, après la procession, les fidèles ont rejoint la cathédrale Sainte-Marie pour continuer leur prière au cours de cette messe solennelle. Sur le continent, nous sommes débordés par ce désastre. Les mots sont durs. C'est le président sierra-léonais qui demande une aide urgente pour son pays, touché par des glissements de terrain sans précédent. Le dernier bilan fait état de plus de 300 morts. À Freetown, les autorités ont commencé déjà à enterrer les victimes. Suivez. La pluie a cessé de tomber et maintenant la foule se presse devant la morgue de l'hôpital Connaught de Freetown. Une morgue débordée où s'accumulent les corps des victimes. Le gouvernement demande aux gens de venir identifier les corps de leurs proches afin que nous puissions leur organiser des funérailles décentes. Pas moins de 400 dépouilles se trouveraient ici. Le gouvernement promet aussi un enterrement décent à ceux dont le corps ne peut être identifié. Le glissement de terrain a été d'une grande violence. La plupart des victimes ont été surprises dans leur sommeil. Il était aux environs de 4 heures du matin lorsque tout un pan de la colline du quartier de Regent, surplombant le centre de Freetown, s'est détaché. L'eau et la boue ont tout emporté sur leur passage. J'ai d'abord vu le corps de ma sœur. J'ai appelé à l'aide et on l'a allongé sur le sol. Puis j'ai entendu des gens pleurer. J'ai perdu toute ma famille. Mardi, les recherches pour trouver des survivants sous les décombres se poursuivaient, mais face à l'ampleur de la catastrophe, les services de secours sont complètement dépassés. Les voitures, les ambulances que nous utilisons ne suffisent pas pour sauver les gens. Un dernier bilan fait état de 312 morts. Selon la Croix-Rouge, au moins 600 personnes sont portées disparues et des milliers d'autres sont sans abri. Le président sierra-léonais demande l'aide de la communauté internationale. Je suis très troublé par cette tragédie nationale et c'est avec le cœur lourd que je présente mes profondes condoléances aux familles touchées. Ce n'est pas une tragédie pour vous seulement, c'est une tragédie pour chaque citoyen, car ceux qui ont péri dans ce désastre sont nos compatriotes. Mais l'incompréhension et la colère des habitants se font déjà entendre. Certains dénoncent le manque de réactivité du département météorologique qui aurait dû donner l'alerte. D'autres dénoncent l'urbanisation sauvage des environs de la capitale et l'insuffisance des systèmes de drainage et d'égouts. Freetown est chaque année frappée par des inondations, mais celles-ci font partie des pires que la ville ait connues et pèsent maintenant la menace des épidémies de choléra ou de dysenterie. Dans l'actualité internationale, avec cette nouvelle polémique aux États-Unis déclenchée par la volte-face de Donald Trump, le président américain affirme à présent que la responsabilité des violences qui ont secoué Charles Wilson lundi devait être recherchée de deux côtés. Suivez. Il a fini par quitter son golfe de Floride. De retour à New York pour quelques jours, Donald Trump a surpris tout le monde en essayant de justifier ses propos après les incidents de Charlottesville, mais il finit par relancer la polémique.
Je pense qu'il y a eu des torts des deux côtés et je n'ai aucun doute, et vous n'avez aucun doute là-dessus non plus. Il y avait beaucoup de personnes dans ce groupe qui étaient là pour manifester innocemment et légalement, parce qu'ils avaient une autorisation. L'autre groupe n'avait pas de permis. Donc, je vais seulement vous dire ceci, il y a deux versions à une histoire. Sous ces fenêtres, une centaine de manifestants anti-Trump, pas vraiment en accord avec les déclarations de leur président depuis quelques jours. Avec Trump, c'est toujours plus d'horreur dans l'ambiguïté morale. Pour lui, il y a forcément deux points de vue dans une histoire, mais ce n'est pas vrai. Parfois, il y a juste le vrai et le faux, et encore une fois, il a choisi la mauvaise version. Donald Trump est mauvais pour ce pays. Il veut juste faire la guerre avec tout le monde. Dans certaines villes de la côte Est, ce sont les statues des confédérés qui sont prises à partie par les manifestants en colère. Les autorités tentent de les protéger tant bien que mal. À Baltimore, pour éviter la déroute, les généraux sudistes doivent battre en retraite discrètement la nuit venue. De plus en plus isolé, Donald Trump peut tout de même compter sur le renfort de la cavalerie. L'ancien leader raciste du Ku Klux Klan, David Duke, l'a remercié pour son honnêteté et son courage. Un tweet pas forcément le bienvenu pour calmer la polémique. Chaque jour, Donald Trump semble se perdre un peu plus dans la controverse. www.tamtamguinée.com, c'est sur ce site. Vous pouvez continuer à regarder cette édition de nos informations. Merci de votre attention et au revoir.